Alors bonjour et bienvenue à la HAFL. Mon nom est Christian Rosset, je suis professeur en planification forestière et en sylviculture. Donc la HAFL, là, on voit où ça se situe près de Berne. On voit aussi que la HAFL est bien entourée. Il y a toute une série de massifs forestiers qu'on utilise aussi bien pour l'enseignement que pour la recherche et le développement de solutions pour la pratique. Ce que vous voyez sur cet écran, c'est toute une série de martéloscopes que nous avons mis en place, en particulier pour l'enseignement, mais aussi pour la formation avec les praticiens. Il y en a plus d'une cinquantaine. C'est juste pour donner un aperçu de l'infrastructure dont nous avons à disposition euh, à la HAFL. Elle a été mise en place d'ailleurs en collaboration avec la bourgeoisie de Berne. Donc la planification forestière, alors je m'en occupe depuis déjà plus de 20 ans. Je l'ai abordé sous plusieurs facettes différentes. Tout d'abord, en tant qu'étudiant au Poly à Zurich pour devenir ingénieur forestier. J'ai aussi été aide-assistant dans le domaine de la planification chez l'aménagement forestier du professeur Peter Barman. Aussi en tant qu'aide-assistant à la chaire de sylviculture du professeur Jean-Philippe Chute, où j'ai pas mal traité de planification sylvicole, après quoi j'ai fait mon travail de diplôme. À l'époque, on ne parlait pas encore de master au Népal. Il s'agissait à nouveau de gestion, mais de voir comment les gens participent à la gestion des forêts. Donc, c'était plutôt une approche socioculturelle. Après quoi, j'ai fait une thèse de doctorat où je me suis concentré sur l'apport de l'informatique pour l'aide à la décision, pour la gestion des écosystèmes forestiers. Après quoi, j'ai pu valoriser les compétences que j'avais accumulées dans le cadre de ma thèse, aussi bien dans la pratique, dans un bureau d'ingénieur, c'était Philippe Brucker à l'époque, qu'au VSL pendant quelques années. Et pour finir, j'ai pris ce poste ici à la HAFL dans le domaine justement de la planification forestière, mais aussi de la sylviculture. Les deux, à mon avis, vont très bien ensemble. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Voilà pour ce qui est de ma personne. Maintenant, nous allons commencer par la thématique de cette vidéo. Donc là, vous avez le titre en français. Donc, les notions de base que tout planificateur forestier devrait connaître. C'est une proposition de ma part, on pourra volontiers en discuter. Puis il y a une deuxième partie qui se fera dans une deuxième vidéo où il s'agit de voir comment on peut s'adapter facilement au changement grâce aux nouvelles technologies. Alors la HAFL est une école bilingue. Normalement, je procède de la manière suivante. Je m'exprime en français et mes transparents sont en allemand. C'est le cas comme vous pouvez le constater à présent. Donc, je vais d'abord me concentrer sur une notion fondamentale qui est la complexité des écosystèmes forestiers. Là, on voit déjà au niveau d'un peuplement, voire même au niveau d'un arbre, on a un très haut niveau de complexité. Il y a beaucoup de choses à percevoir, à prendre en compte, puis on a affaire à une dynamique qui n'est pas triviale des écosystèmes forestiers. Les effets de nos interventions, on les voit souvent seulement plusieurs années après les avoir effectuées, donc ce n'est pas toujours évident de voir si ces interventions étaient pertinentes ou pas, donc il y a quand même aussi pas mal d'incertitudes. Si l'on change d'échelle au niveau des massifs forestiers, là on augmente encore le niveau de complexité, surtout si on doit gérer des centaines voire des milliers d'hectares. Bien entendu, il s'agit aussi de prendre en compte les attentes de la société et des propriétaires forestiers. Et comme les arbres poussent lentement, il faut être capable d'être flexible puis de pouvoir s'adapter facilement aux changements qui sont nombreux, qui peuvent intervenir rapidement, comme les changements liés au marché du bois, en particulier en ce moment par exemple avec le Böstrich, ou sur le très long terme avec les changements climatiques. Donc, il y a beaucoup de défis. Donc, grand défi pour faire face à cette complexité, arriver à la gérer d'une part, et d'autre part, c'est aussi d'être capable de développer des plans forestiers, des plans de gestion, des plans directeurs forestiers, des rapports sur le contrôle de la gestion durable, par exemple, qui sont simples mais efficaces. Donc un double défi. Puis pour relever ce défi,
l'ingénierie des systèmes est très utile. C'est une méthodologie qui permet de résoudre des problèmes complexes de manière structurée et rationnelle, hein, et de façon efficace. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait pertinentes pour la planification forestière. Et je vais me concentrer sur certaines notions clés qui, à mon avis, il faudrait toujours avoir à l'esprit lorsqu'on fait de la planification. Donc c'est une présentation relativement courte. Je pourrais seulement présenter les choses de manière un peu superficielle, mais j'espère que ce sera une sorte de point de cristallisation pour vous intéresser à les regarder plus en particulier dans ce livre. Donc tous les graphiques que vous allez voir sont issus de ce livre. Pour information, on est déjà à la 19e édition de ce livre. Là, le scan que j'ai fait, c'était celui de la 12e édition. Donc 19 éditions, ça montre aussi le succès de ce livre. Il existe en allemand, il existe aussi en anglais. Malheureusement, il n'existe pas encore en français. Donc les notions clés, là j'en ai mis 4. Donc il s'agit d'une part de réfléchir en termes de système, de reconnaître ce qui est essentiel, hein, par exemple pour l'élaboration d'un plan de gestion, puis de toujours regarder la vue d'ensemble, hein. L'objectif ici, c'est vraiment de ne pas se perdre dans des détails inutilement. Ensuite, il y a l'aspect résolution de problèmes, hein. Comment procéder par étapes pour depuis le problème, la définition du problème jusqu'à la solution que l'on va trouver et que l'on va pouvoir mettre en place. Donc, le processus est très important. Il est important de ne pas brûler des étapes, puis il est important aussi d'être créatif et chercher différentes solutions et ne pas se focaliser sur une seule. Alors, je vais reprendre ces éléments les uns après l'autre et aller un peu plus dans le détail. Donc, tout d'abord, la réflexion en termes de système. Donc, il s'agit tout d'abord de se délimiter, hein, pas vouloir résoudre tous les problèmes. Donc typiquement, si on va faire un plan de gestion, de se limiter aux éléments qui sont en relation avec ce plan de gestion et aussi en relation avec le périmètre concerné. Par exemple, si le périmètre est plat, il ne s'agira pas forcément de prendre en compte les aspects de danger naturel. Alors comment avoir cette vue d'ensemble? Tout ce qu'il faut prendre en compte, on a vu, on a affaire à un très haut niveau de complexité. Si on ne l'a encore jamais fait, une possibilité, c'est de consulter un plan de gestion ou un plan directeur forestier. Tous les plans directeurs forestiers sont d'ailleurs disponibles généralement sur Internet. Et puis simplement de lire et puis de relever tout ce qui a été pris en compte. Alors un bon exercice, c'est tout ce que vous relevez, tout ce qui a été pris en compte, c'est de le mettre sur des petits papiers. Puis vous verrez à la fin de la lecture du document, il y aura probablement beaucoup de petits papiers, donc énormément d'éléments qui ont été pris en compte. Alors comment avoir cette vue d'ensemble? Là, le principe de l'ensemble au détail est très utile. Donc, se focaliser tout d'abord sur les thématiques qui reviennent souvent, qui sont les plus importantes, hein, qui prennent par exemple le plus de place, hein, dans le document en termes de pages, en termes de chapitres ou bien de graphiques qui sont utilisés ou bien de tables. Puis ensuite, d'aller dans le détail, étape par étape. Alors, cette manière de procéder, elle est importante. Ça permet de voir ce qui a été pris en compte, mais ça permet aussi de voir ce qui ne l'a pas été. Si vous faites une analyse des plans de gestion qui ont été faits début des années 2000, probablement que vous n'allez pas avoir grand-chose sur les changements climatiques. À l'époque, c'était une thématique qui commençait à prendre de l'ampleur et on ne savait pas encore beaucoup de choses là-dessus. De nos jours, c'est une thématique qui devrait être présente. Et la question, c'est de savoir quel est l'impact de cette thématique sur toutes les autres thématiques. Et là aussi, c'est important, la réflexion en termes de système, de voir les relations entre les différents éléments à prendre en compte. Ensuite, il est intéressant de bien faire la distinction entre ce que l'on peut, qu'on doit prendre en compte, mais qu'on ne peut pas influencer. Par exemple, les stations forestières, ou justement le changement climatique, et puis ce que l'on peut influencer au travers d'un plan de gestion, par exemple. Par exemple, la composition en essence. Et puis ce que l'on veut aussi influencer concrètement, par exemple, la proportion d'épicéa que l'on voudrait réduire. Donc on a ces trois domaines
le domaine de problème, tout ce qu'il faut prendre en compte. À l'intérieur de ce domaine, on a le domaine d'intervention, ce que l'on peut influencer avec nos interventions. Et à l'intérieur de ce domaine, on a le domaine de solution. C'est là où on veut atteindre quelque chose, où on fixe des objectifs, où on définit des mesures. Donc ça, c'est pour l'analyse du système. Ensuite, la recherche d'une solution optimale. Là, nous avons le cycle de résolution des problèmes qu'on retrouve aussi pas seulement dans l'ingénierie des systèmes. Je ne vais pas aller trop dans les détails à ce niveau-là, mais je prendrai peut-être un exemple pour illustrer son fonctionnement. Un objectif, par exemple, qui serait de maintenir, voire d'améliorer la biodiversité. C'est un objectif qui n'est pas suffisamment concret pour permettre d'aller de l'avant. Il faudrait d'abord faire une analyse de la situation par rapport à la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend déjà par biodiversité? Quels sont les éléments importants de la biodiversité? Les arbres habitats, le bois mort, les biotopes particuliers, la protection des espèces enneigées, et de voir en quoi, dans le périmètre que l'on analyse, la situation est satisfaisante ou pas par rapport à ces différents aspects de la biodiversité. Est-ce qu'il y a suffisamment de bois mort, suffisamment d'arbres habitats, etc., etc. Et quelle est la situation actuellement, mais aussi comment elle va évoluer. C'est sur cette base qu'il s'agira de définir ce que l'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut maintenir, augmenter, diminuer, par exemple la proportion de bois mort. Puis après, en définissant ces objectifs clairement, lorsqu'on sait ce qu'on veut atteindre comme objectif, il s'agit d'élaborer, de rechercher différentes solutions susceptibles de répondre à ces objectifs, de voir lesquelles sont les plus pertinentes, ensuite de les évaluer et de choisir la meilleure. Et après, de la mettre en place et puis d'assurer un controlling par rapport à ces mesures. Là, on peut aussi faire le lien entre les domaines du problème, d'intervention, d'influence et de solution avec le cycle de résolution des problèmes. Donc, lorsque vous êtes dans l'analyse de la situation, il s'agit de bien connaître, de bien mettre en place le domaine du problème, de bien le délimiter, puis aussi de reconnaître où est-ce qu'on peut entreprendre quelque chose, intervenir, influencer. Au niveau des objectifs, alors là, on va se concentrer sur le domaine d'intervention, puis on va définir où est-ce que l'on veut être actif, changer quelque chose. Et ensuite, au niveau de la recherche de solutions, là, forcément, on se concentre avant tout sur ce domaine de solutions. Puis il s'agit aussi de voir s'il n'y a pas des impacts en dehors du domaine qu'il pourrait y avoir. Voilà. Un élément central, c'est aussi de penser en termes de variantes, justement de ne pas se focaliser seulement sur une solution, dans l'élaboration, par exemple, d'un plan de gestion, mais d'être créatif. Puis surtout, pas forcément être satisfait tout de suite avec la première solution trouvée, mais d'être critique par rapport à ce que l'on fait, puis de réfléchir si on ne pourrait pas faire mieux pour atteindre la meilleure solution pour le propriétaire, pour la société, etc. Voilà. Et le dernier point qui me semble intéressant aussi à énoncer, c'est les notions de black box, de boîte noire, que tout le monde connaît. Il y a aussi la notion de boîte grise et la notion de boîte blanche. Alors la boîte noire, elle est intéressante parce qu'elle permet, lorsqu'on prend un plan de gestion ou on doit élaborer un plan de gestion, tout d'abord de se réfléchir à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un plan de gestion, d'un plan directeur forestier? Puis quels sont les outputs, typiquement pour un plan de gestion, la carte des interventions, la possibilité, mais aussi la stratégie d'entreprise, etc. Quels sont les outputs qui vont être utiles, qui vont m'être utiles pour la gestion des écosystèmes forestiers? Par exemple, vous pouvez lire le plan directeur forestier du canton du Jura où cela est très bien expliqué. On voit très bien à quoi sert le plan directeur forestier, mais aussi à quoi il ne sert pas. Ensuite, vous avez la grey box, donc la boîte grise, qui va vous permettre d'analyser, de regarder à l'intérieur du plan de gestion, de réfléchir comment le structurer, quelles sont les différentes composantes, les différents chapitres, quels sont leurs rôles, à quoi ils servent, et puis comment est-ce qu'ils sont organisés l'un par rapport à l'autre. Puis il y a la white box, là où il s'agit vraiment de regarder le tout dans le détail, par exemple, pour la possibilité, comment est-ce qu'elle a été calculée, en tenant compte de quoi, pour bien comprendre ce qui a été fait. Voilà, c'était une brève introduction sur certains aspects de l'ingénierie des systèmes. Je vous conseille vivement à jeter un coup d'œil à ce livre, si vous ne le connaissez pas déjà.
Et je suis volontiers à disposition pour des questions. Alors, comme c'est une vidéo, on ne peut pas le faire de manière interactive, mais vous pouvez volontiers m'atteindre au travers de mon adresse email ou téléphone, etc. Voilà.